si je suis un peu court dans la durée d'exposé, je vais simplifier cette partie-ci. La sécheresse de l'air. Quand vous prenez un air froid, vous aérez votre appartement, et si vous chauffez l'air, loi de la physique, l'hygrométrie baisse. J'ai pris l'exemple d'un air extérieur à moins 5 degrés saturé en humidité. Si vous le chauffez à 20 degrés, vous tombez à 18% d'humidité. Or, le corps est confortable entre 40 et 70%. Donc la plupart de nos locaux sont en déficit d'humidité l'hiver lorsqu'ils sont correctement aérés. Quelles vont être les conséquences? La première, c'est que les peaux et les muqueuses deviennent fragiles. L'inconfort, on a un certain inconfort et on a des infections respiratoires et des infections de la conjonctivite très fréquentes. En plus, un air sec augmente le taux de poussière, car quand l'air est humide, les poussières ont tendance à s'agglomérer et tomber, et dans les airs secs, on a un taux de poussière beaucoup plus important. Or, toutes les poussières fines sont mauvaises pour la respiration. Les mesures à prendre, tout bêtement, d'abord boire, pour ne pas s'assécher. Deuxièmement, limiter les températures. Il est fortement recommandé dans une chambre de ne pas dépasser 16 à 17 degrés, parce que c'est la combinaison d'une température plus basse et le fait qu'en respirant, on va émettre de l'eau, fait qu'on est à une hygrométrie correcte. Si par contre vous avez une chambre à 22 degrés, ce ne serait pas une hygrométrie correcte. Bien entendu, on peut utiliser des humidificateurs. Je dirais que la première mesure, c'est de se doter d'un bon hygromètre. Parce qu'en général, les gens ne se rendent pas compte que leur air est à 30% ou 25%. Et donc, ils souffrent et ils ne savent pas pourquoi. Alors, je passe sur les différents types d'hygromètres, ça vous le trouverez facilement. Le deuxième grand problème, c'est l'air vicié par confinement. Rares sont les gens qui nettoient leur VMC régulièrement. Donc elles se bouchent, si elles se bouchent, elles ne font plus leur effet. Et deuxièmement, il y en a qui, pour se réchauffer, colmatent toutes les ouvertures. Le résultat, c'est que tous les polluants se concentrent. Or, la majorité des polluants dans un appartement vient non pas de l'extérieur, mais de l'appartement lui-même. On a deux grands types de polluants, les contaminants biologiques et les contaminants physico-chimiques. Alors, les biologiques, ils sont classés par ordre d'importance. Les plus importants, ce sont les acariens. Il faut savoir que les acariens aiment bien la chaleur et aiment bien l'humidité. Si vous voulez lutter contre les acariens dans votre chambre, mettez-vous à 16 degrés. Si vous êtes à 22, ils vont pulluler beaucoup mieux. La deuxième source, ce sont les animaux domestiques. On devrait toujours interdire les animaux domestiques dans des chambres d'enfants. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le troisième, ce sont les moisissures. Les moisissures agissent de deux façons. D'une part, ils vont émettre toute une série de particules fines qui vont rentrer dans les poumons, mais également, ils émettent des produits chimiques qui sont néfastes à l'organisme. Et puis enfin, les blattes. Si vous avez des blattes, c'est pas très bon. Alors, les contaminants physico-chimiques, c'est très récemment qu'on s'est rendu compte de leur importance. En gros, les études ont commencé il y a une dizaine d'années. On a détecté plus de 500 contaminants physico-chimiques dans l'atmosphère des appartements, et il est très difficile de faire le lien entre chacun de ces agents et leurs conséquences sanitaires. On les constate globalement. Alors, certains sont bien connus, on en a parlé ce matin, et servent de marqueurs. Les formaldéhydes sont en quantité significative et servent de marqueurs quand on veut suivre la qualité de l'air dans les maternelles, par exemple. Bon, le benzène, on est d'une façon générale les hydrocarbures cycliques, et puis le CO2, parce que le CO2 est un bon indicateur de savoir si on renouvelle suffisamment l'air, puisqu'on consomme de l'oxygène. S'il y a beaucoup de CO2, c'est qu'on n'a pas renouvelé suffisamment l'air. Alors, les relations de cause à effet sont encore très mal connues. Il y a des laboratoires qui travaillent, mais c'est un travail gigantesque parce que la plupart des molécules sont inconnues, enfin sont non étudiées, pardon, et leurs vecteurs d'introduction dans l'appartement sont peu connus. Tous les produits d'entretien, tous les tissus, car un tissu qui va être traité en thymite va fournir des molécules chimiques pendant des années et des années. Alors, passons maintenant aux risques
fonction des modes de chauffage. Alors, premier cas, je dirais le chauffage par radiateur électrique. Bon, ça, c'est un cas relativement simple, puisque le radiateur électrique en lui-même n'est pas polluant. La pollution est éventuellement à la production d'électrique sur un organe centralisé. Et le radiateur électrique a deux gros avantages. Il n'y a pas de stockage chez vous. Donc, vous renvoyez le problème du stockage ailleurs. Et deuxièmement, vous n'avez pas de risque propre au chauffage sur place. Les deux seuls risques sont les deux qu'on a vus tout à l'heure. Humidité insuffisante ou air pollué par le fait qu'on ne change pas suffisamment d'air. Par contre, je voudrais regarder, en France, si vous voulez, on utilise beaucoup le chauffage électrique parce qu'il y a eu une décision de nucléaire dans les années 70 et que plus de 75% de notre énergie est d'origine nucléaire. Si on regarde, sortir du nucléaire, ça veut dire changer ça, comme en Allemagne, par du charbon, du fioul, du gaz, de l'hydraulique ou des énergies nouvelles. Le charbon est encore plus catastrophique. Ça a été évoqué plusieurs fois. Brûler du charbon, c'est émettre dans l'atmosphère une quantité de gaz nocif importante, une quantité de produits chimiques, y compris des métaux lourds. Et actuellement, en Allemagne, la mise en exploitation de leur zone de charbon, enfin, c'est plutôt des lignites que des charbons, et le développement est en train de devenir très polémique parce qu'ils se rendent compte que ça a des effets sur la santé très importants. Le fioul est moins ennuyeux que le charbon, mais a tout de même le même type d'inconvénient. Le gaz, par contre, on l'a vu, c'est une solution assez propre. Il va tout de même émettre du CO2 et puis il puise sur des ressources non renouvelables. Alors l'hydraulique en France, le potentiel hydraulique est pratiquement complètement exploité. Par contre, ce qui n'est pas exploité, c'est la conférence qu'on a vue ce matin, c'est l'hydraulique de stockage. Si on dispose on estime qu'il y a encore de 3 à 4 gigawatts que l'on peut installer en France. Donc ça représente une solution pour pouvoir avoir de l'éolien qui, lui, est par définition non permanent. Alors le photovoltaïque, je préfère ne pas en parler, sinon je vais attraper une crise cardiaque. C'est extrêmement cher et c'est très bien pour s'éclairer en plein jour. C'est à condition de payer l'électricité 20 fois plus cher que l'électricité alternative. Alors le bois plaquette. Le bois plaquette a été évoqué ce matin. Sur des très grosses unités de chauffe, je vais revenir, c'est une très bonne solution et la ressource est énorme. Simplement, la filière pour passer du bois à la plaquette à brûler, ces filières n'existent pas pour l'instant. Alors, comme toujours, développer une filière, ça veut dire des surcoûts. Aujourd'hui, le bois plaquette rendu à la centrale n'est pas bon marché. Par contre, quand on aura optimisé tout le circuit, ce qui nécessitera probablement entre 10 et 20 ans, c'est la source d'énergie la moins chère qui existe. Et le potentiel dans des pays comme la France est énorme. Alors, je voudrais parler de quelques catastrophes liées à la production d'électricité. Quand on parle de catastrophes, on parle de Three Mile Island, on parle de Tchernobyl, on parle de Fukushima. Three Mile Island, 0 mort, 0 pollution en dehors du cœur de la centrale. Donc, c'est un accident du point de vue du fonctionnement industriel de la centrale, mais ce n'est absolument pas un accident du point de vue de la santé publique. Tchernobyl, au moins 5000 morts, probablement 20 à 25 000. Les chiffres ne sont pas complètement certains, sur une période de 25 ans, je crois que Tchernobyl, ça doit être à peu près 25 ans maintenant. Fukushima, a priori, pas encore de mort par radioactivité. Par contre, on a une méconnaissance assez grande des conséquences des rejets de pollution actuelle, sauf ce qu'on nous a dit ce matin, je suis Bodoré, c'est que la pollution qui est lancée dans le milieu marin est tout de même sans commune mesure avec celle qu'il y a eu à Tchernobyl. Mais bon, il y a un risque, au moins au niveau local. Alors, en fait, la plus grosse catastrophe qui a jamais eu lieu, c'est une rupture de barrage en Chine, où il y a eu, du temps de Mao, officiellement 26 000 morts, mais connaissant Mao, où on pense qu'il y a eu plus de 100 000 morts. Et des accidents par rupture de barrage, il y en a très fréquemment. Si vous regardez, alors,
En général, ce n'est pas un nombre de morts très important, mais c'est un accident relativement fréquent. La deuxième chose, c'est quand on parle de charbon, le charbon tue, quand on l'extrait, environ 10 000 morts par an, et il tue quand on le brûle. Donc, je dirais, c'est les deux plus grands types de catastrophes, c'est le charbon et l'hydraulique, et non pas le nucléaire. Une autre façon de bien utiliser l'électricité, c'est la pompe à chaleur. Alors, on a trois types de pompes à chaleur, RR, RO, OO. RR, vous puisez la chaleur à l'extérieur dans de l'air et vous la restituez par ventilation à l'intérieur. Avec les pompes à chaleur modernes, quand vous avez une température extérieure de l'ordre de 7, vous avez un coefficient de performance supérieur à 4. C'est-à-dire qu'avec 1 kWh électrique, vous faites plus de 4 kWh de chaleur. L'inconvénient, c'est que quand il fait moins 7, ce coefficient de performance descend en gros à 2. Donc, la pompe à chaleur, c'est très bien pour se chauffer quand il ne fait pas trop froid. Moi, j'ai mis des pompes à chaleur, mais j'ai gardé les radiateurs électriques parce que j'ai déjà mesuré du moins 16 et je ne suis pas certain du rendement, du coefficient de performance de mes pompes à chaleur. Les pompes à chaleur RO, c'est simple.